Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà de retour pour à nouveau une heure de débat autour de l'actualité politique et économique du moment. D'ailleurs, je dis du moment parce que vous savez, parfois on prend des fenêtres un tout petit peu larges en ce qui concerne l'économie. Par exemple, on va reparler d'une de mes obsessions du moment, justement, la baguette Leclerc. Oui, mais ce sujet est passionnant. Et peut-être aussi, non, ce sera demain, ça, le salaire des profs. Mais peut-être qu'on en dira un mot aussi du salaire des profs. Allez, c'est parti, plein de débats, plein de vie, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Nicolas Doucerin. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Président de Valumen. Toujours. Nicolas, oui, voilà, c'est ça. Aziz Seni, salut Aziz. Entrepreneur, investisseur. Stéphane Van Nuffel. Salut Stéphane. Bonjour Stéphane. Netinvestissement.fr. Aziz, c'est toi qui voulais parler, on parlera après de la baguette, on va quand même pas démarrer avec ça. C'est toi qui voulais parler de l'apprentissage. Et c'est très bien, je suis ravi qu'on puisse démarrer avec ça. Donc, succès spectaculaire de l'apprentissage. 718 000 contrats, dont 700 000 dans le privé, plus 37% en un an, et même parce que Elisabeth Borne a publié un point de vue dans les Échos là-dessus ce matin. Il y avait, on prend la mesure de ce qui se passe, 290 000 contrats d'apprentissage en 2017. 718 000, donc spectaculaire. Et alors, tous les niveaux de diplôme sont concernés. La part des entreprises de moins de 50 salariés est prépondérante. Et alors donc, Elisabeth Borne écrit « L'apprentissage est enfin en train d'acquérir ses lettres de noblesse dans notre pays et de devenir un réflexe de plus en plus partagé par les chefs d'entreprise, les jeunes et leurs familles. » Moi, je trouve que c'est d'abord un succès des entreprises, contrairement à ce qu'on peut lire sur Twitter, où tous les politiques se félicitent comme s'ils avaient signé les contrats. Donc moi, je dis bravo à mes collègues chefs d'entreprise qui signent ces contrats. Et pour le voir autour de moi sur ces chefs d'entreprise, PME essentiellement, on est quand même dans un contexte un peu particulier avec des difficultés de recrutement, une grosse problématique sur le sujet. Donc beaucoup utilisent ce contrat comme de la pré-embauche. On va prendre un jeune, on va le former et on espère qu'on va le garder. Donc on investit sur l'humain en espérant aussi s'inscrire dans la durée. Donc c'est peut-être d'ailleurs pour ça que... On a une prime de 8 000 balles quand même pour investir dans l'humain. Tu vois, oui, mes amis chefs d'entreprise, tout ça, machin et tout. Ok, mais oui, enfin... mais je ne crois pas que l'essentiel des chefs d'entreprise court après. On n'embauche pas parce qu'on a 8 000 balles 8 000 euros, pardon, excuse-moi. 8 000 euros c'est pas une embauche, c'est un contrat d'apprentissage. Oui, c'est beaucoup moins engageant. Mais ça s'inscrit dans une pré-embauche. Pour moi, en tout cas, de ce que je vis, ça s'inscrit dans une pré-embauche. Donc, on ne court pas après 8 000 euros. On n'embauche pas parce qu'on a 8 000 euros de subvention. On embauche parce qu'on a un carnet de commandes. On embauche parce qu'on a une clientèle qui arrive ou qui va arriver, parce qu'on est confiant dans l'avenir. On embauche pour ça. On n'embauche pas parce qu'on a 2 francs 6 sous de subvention. Donc, je pense que, bien sûr que c'est un coup de pouce et que ça aide. On ne va pas cracher sur 8 000 euros, mais je ne pense pas que ce soit la motivation première de tous ceux qui recrutent aujourd'hui ces jeunes, qui signent des contrats et qui veulent tout simplement anticiper leur croissance et avoir du personnel qualifié, des collaborateurs qui s'inscrivent dans la durée. Bon, hurrah pour la France, comme disait le général de Gaulle après le premier essai nucléaire réussi dans le désert algérien. Pardon, je referme la parenthèse. Nicolas? Non, moi je me réjouis. T'en as embauché des apprentis? Eh ben oui. J'en ai pris un il y a 2 mois, effectivement. J'ai considéré qu'après avoir créé mon entreprise sur un effectif de 10 en interne, j'ai embauché mon premier apprenti parce que j'estime que c'est un devoir en tant que chef d'entreprise de contribuer à former notre jeunesse. Et en ça, pour répondre à ce que tu viens de dire... Mais toi, dis donc, c'est quand même assez qualifié, puisque tu fais... du management de transition. Management de transition, etc. Et tout. Donc les gars, ils sont bac plus 5. Oui, mais moi, forcément. Moi, même au-delà, quoi. Non, j'ai pris un jeune parce qu'on est en train de travailler sur un gros projet de plateforme digitale. Donc j'ai pris un jeune en apprentissage qui est formé aujourd'hui sur les métiers de l'informatique. Okay. Je lui ai mis un chef de projet. Il travaille avec notre agence pour travailler sur un projet stratégique. Non, ce qui est important, on le dit toujours en économie, il y a une chose qui ne se vérifie pas, c'est le climat de confiance. Voilà. Les 8 000 euros d'aide... toute la politique qu'a mis, Dieu sait que je suis parfois assez critique sur le gouvernement, il faut reconnaître que ce qui a été mis en place et initié dès 2018, aujourd'hui a créé un terreau extrêmement favorable et extrêmement rassurant à la fois pour les familles et toute cette jeunesse, on en parlait encore tout à l'heure, qui est extrêmement touchée par la crise que nous traversons. Donc, ce n'est pas les 8 000 euros qui vont permettre c'est l'ensemble des ingrédients. La politique gouvernementale, l'enseignement, les jeunes,
l'aide financière, c'est tous ces ingrédients qui permettent aujourd'hui de donner cet élan. Et moi, je me réjouis pour tous nos jeunes. Je te donne la parole dans un instant, Stéphane. Donc, quand même, réforme Pénicaud de 2018, qui est la clé du truc. Bah oui. Libéralisation de la création des centres de formation d'apprentis. Et maintenant, ils sont passés de 1000 à 3000 en France. Donc, en 2018, 2020, en 2 ans, tu as eu la création de 2000 CFA grâce à cette réforme. Stéphane ? Eh bien, alors... D'abord, c'était une promesse du candidat Macron qui a été tenue. Ça fait très longtemps que moi, sur plein de plateaux, et je pense qu'on avait eu plein de fois cette discussion, Stéphane, depuis une dizaine d'années, il était évident que c'était un trou qu'on avait dans la raquette, dans notre formation, cette notion d'apprentissage. Pour une raison très simple, c'est que j'ai fait une partie de mes études, moi, en alternance. À l'époque, c'était des contrats pro d'alternance. Moi aussi, Stéphane. Stéphane. Une semaine. Voilà. Moi aussi. Et ce que ça m'a appris, dans un secteur qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait après, parce que je faisais un sub de co, donc bon... Et ben, j'ai appris un truc, c'est que dès le premier jour de mon stage en entreprise, on m'a fait faire de A à Z tous les services de l'entreprise, alors que moi j'arrivais, école de commerce, vous voyez, la tête gonflée de toutes mes certitudes d'être demain le patron de CAC 40. Et ben, j'ai retenu une leçon, c'est que c'était en plus c'était dans une boîte de recyclage, donc autant vous dire que ça vous envoie très fort. J'ai retenu cette leçon. Donc ça, c'est très important, parce que je pense que sur ces 700 000 contrats par rapport aux moins de 300 000 qu'il y avait il y a 5 ans, fondamentalement, on va espérer que dans l'écart, déjà, non seulement au-delà de la possibilité de trouver un emploi, parce que ça, on ne sait jamais. Est-ce que l'embauche va continuer derrière, 60%. etc. Voilà. Mais j'allais donner mon exemple chez Net Investissement. Et alors, nous, on a eu des stagiaires à tous les niveaux. Évidemment, le Master 2 de gestion de patrimoine, Bac plus 5, on le recrute, on l'a pendant 1 an ou 2, selon s'il fait un Master 1, Master 2. Ça le prépare à l'identité de Net Investissement, à l'idée de faire son métier, mais c'est du haut de gamme, donc les mecs, évidemment, on les garde souvent derrière, parce que le recrutement du stagiaire ressemble à un recrutement Oui, d'un parce que salarié. ça, c'est le stage. C'est le stage dans le cadre du Après, Master 2. Voilà, C'est Net pas Investissement, c'est du l'apprentissage. digital. Donc, Ouais. on a eu aussi des stagiaires à l'IT, donc du programmeur, etc. Donc là, déjà, on descend d'une strate de précision. Ça ressemble un peu plus à ce que disait Nicolas. Et là, c'est hyper intéressant, parce que ça permet aussi de tester des gens qui sont très différents, en particulier de ma personnalité. Donc, on vit avec des gens, ce serait une mauvaise surprise si on les salariait du jour au lendemain. Et après, je vais même plus loin. On a découvert en grandissant tout ce qui est middle office et back office. Alors, c'est pas encore le stage d'alternance, d'apprentissage en industrie lourde, mais là, tu tombes sur des futurs postes qui sont pas les plus reluisants. Tu vois, c'est du traitement administratif. C'est bon. Et ce qui est très important dans un métier comme le Il n'y a mien, aucune formation universitaire pour ces postes-là qui sont pourtant indispensables. Et surtout, c'est ça qui est important. des trucs de souscription, de vérification, de réglementation. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, ce qui est le problème dès que vous êtes une grosse boîte, et aujourd'hui Net Investissement appartient à un grand groupe qui est confronté à ça, vous prenez des gens qui arrivent, s'ils ne s'intéressent pas ou si on ne les a pas intéressés à ce qu'ils vont faire, ça ne va pas les intéresser de faire de la paperasserie. Donc, cette mise en place, je finis juste là-dessus, cette mise en place, elle est hyper importante, autant pour le chef d'entreprise, et on ne va pas cracher sur l'argent qui est donné, parce qu'on paye finalement cette non mais moi alors là j'ai un rôle social évidemment. Pas les tiroirs, Stéphane. Derrière, je dis juste que c'est un bon moyen d'apprendre à vivre ensemble entre le chef d'entreprise et son futur salarié. Et nous, on a un peu plus de 50% des stagiaires qui sont restés, donc ça correspond apparemment à la moyenne nationale. Mais ceux qui ne sont pas restés sont partis faire autre chose. Enfin, 6 sur 10, pas forcément restent. 6 sur 10 sont en emploi. 6 mois après. Nous, ces 6 sur 10 sont restés chez nous. Les autres sont partis faire d'autres expériences dans d'autres entreprises. Aziz, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je trouve que c'est un bon sas pour rentrer dans une entreprise, à la fois pour le jeune qui découvre cet environnement, et puis encore une fois sur cette philosophie de pré-embauche. J'en parle parce que j'ai beaucoup ça autour de moi. Beaucoup se disent on investit pour pouvoir garder derrière, et surtout on a le sentiment que c'est un peu plus facile de passer par cette étape-là que d'aller recruter en ce moment directement sur le marché, parce qu'on galère un peu à trouver les bonnes compétences. Mais j'en reparlerai demain, parce que il se trouve que Amélie de Montchalin, donc la ministre de la fonction publique, lance la plateforme de la marque employeur du secteur public. Et j'ai découvert qu'en fait, il y a une crise de recrutement pour le secteur public. Et quand tu mets les deux chiffres en parallèle, que tu te reportes 10-15 ans en arrière, que tu vois aussi le million de créations d'entreprises, tu te dis qu'on est peut-être en train, tranquillement, de vivre une pure révolution culturelle dans notre pays, autour de l'entrepreneuriat, autour de la prise de risque. Ce qui amène donc à cette histoire, ça c'est toi qui voulais en parler,
Nicolas, cette histoire de banque pour les jeunes de Pécresse. Alors là aussi, je vais essayer de donner juste quelques petits éléments, parce qu'en fait... Il n'y a pas grand-chose. Et non, voilà. J'ai été sur le site de Valérie Pécresse, on n'a rien. D'ailleurs, sur d'autres sujets, là où j'ai essayé de creuser un petit peu ce que dit Valérie Pécresse, pour l'instant, on n'a rien. Donc à un moment, il va falloir que ça... Oui, il va falloir... L'immobilier, par exemple. L'immobilier, Ou la hausse des salaires de 10% qui est repassée à 3% en moins de 2 mois. Voilà. Dans un premier temps. Alors, non, par exemple, chose quand même très très importante, elle a annoncé ce week-end une suppression du forfait social sur l'intéressement à la participation. Ça, c'est une bonne nouvelle si c'est fait. Oui, mais tu n'as aucun... Ah ben non, il n'y a pas de détail. Aucun détail. Et gratuité de la distribution des actions gratuites, c'est-à-dire plus de taxes sur la distribution des actions gratuites. Je vois ton sourire épanoui. L'un des membres de son staff dit il va quand même falloir qu'on trouve un moyen pour que ça ne soit pas réservé au seul patron quand même. Il ne faut pas que ça lui retombe dessus, surtout en conflit d'intérêts. Fasse attention à ces thèmes. Bon, donc Banque des jeunes, banque du droit à l'échec. Cette banque ne se remboursera que si le jeune gagne, alors je cite Valérie Pécresse évidemment, que si le jeune gagne un certain niveau de salaire. Si ça ne marche pas, c'est l'État qui garantit. Extraordinaire. C'est fantastique. Ah, tu trouves ça fantastique, toi? Ah, mais je trouve ça fantastique, c'est-à-dire que... Peut-être un peu taquin. C'est de droite. Ouais. Attends, on sent un peu d'ironie. On connaît un peu. On sent qu'il y a un peu d'ironie. D'abord, enfin, je veux dire... J'ai eu un doute. Je suis effaré par ce manque de préparation pour sortir des mesures dans un but électoraliste. Je trouve ça incroyable. Je veux dire, Valérie Pécresse, elle connaît rien à l'économie, visiblement. Il suffit de voir... ministre du budget, quoi. Oui, mais là, c'est là que c'est malheureux. Alors, non, mais là, je me pose vraiment franchement la question. Je veux dire, on sait tous, aujourd'hui, on a des centaines d'aides. C'est peut-être d'ailleurs ce qui tue notre pays. On a tellement d'aides, tellement de banques, d'investisseurs pour subventionner, aider des projets, aider les jeunes, des banlieues défavorisées, pour atteindre les plus grandes écoles. Tout existe aujourd'hui. Il faut arrêter de recréer des structures, des superstructures, des banques d'État qui vont venir financer, qu'elles se concentrent plutôt à faire baisser la dépense publique, à réduire les charges de l'État, à réduire cette pression fiscale, à améliorer les services publics qui n'ont pas cessé de se dégrader depuis 40 ans, plutôt que de créer des systèmes qui viennent complexifier, alourdir et finalement appauvrir notre pays. Voilà. La messe est dite. C'est une proposition d'ordre politique. On est en ce moment oui, c'est ce que je dis. Les catalogues, sans trop de détails, juste pour attirer le chaland et les lecteurs. Moi, quand j'ai vu cette proposition, j'ai été comme vous, j'ai été regarder ce qu'elle proposait derrière, il n'y a pas grand-chose. Ça m'a inspiré, j'ai pensé peut-être prêt d'honneur, j'ai pensé un peu la continuité des prêts pour les étudiants que les banques fournissent déjà, avec la garantie, il y a déjà des garanties derrière. Donc je me suis dit, c'est peut-être du marketing, on prend un truc qui existe et elle nous le remarquette, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. En tout cas, en termes de philosophie, dire on vous file de l'argent et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais comme tu l'as dit, Aziz, c'est la droite qui dit ça, c'est dingue. Qu'est-ce qui va rester à la gauche? C'est le déplacement des plaques politiques, la tectonique, ça dérive, la dérive des continents. Donc je ne sais pas, j'aurais bien vu la proposition dans la bouche de Mélenchon. Mais... exactement. Non, ou Anne Hidalgo et tout, tu sens bien. C'est pas très très loin finalement du revenu minimum du SMIC jeune. Ou du revenu universel, c'est pas très très loin du SMIC jeune. Philosophiquement, c'est un peu différent. C'est que là, est-ce que tu garantis le risque? Il n'y a plus de risque. Non, il y a un risque que tu ne garantis pas. Il y a un risque. Je ne suis pas du tout pour le revenu minimum. Hein. Je te rassure tout de suite. Pour moi, c'est une ineptie absolue. Quand tu es libéral, c'est une ineptie absolue. Là, il y a un truc qui est un risque. C'est une fois de plus, encore, on va excuser. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Et ce n'est pas droite-gauche. Sa démarche, Valérie Pécresse, elle peut être, on verra quand elle rentrera dans le détail. C'est que là, il y a la notion déjà qu'on part du principe que s'ils n'entreprennent pas, s'ils ne se lancent pas, s'ils ne réussissent pas, qu'ils deviennent salariés, chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, peu importe, il faut qu'on leur garantisse qu'il ne leur arrivera rien au final et qu'ils ne devront rien. Et donc en fait, ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu vis avec le principe de ne pas mourir. C'est-à-dire c'est contre-philosophique dire ça. Non mais là, le libéral parle, qu'on soit de gauche ou de droite à partir d'un moment donné, mais donnez-nous la liberté de vivre. Si à un moment donné, tu leur dis, ben non, en fait, tu vas partir du principe qu'on prévoit déjà ton échec. Je ne sais pas si tu vois, au-delà de la finance, au-delà du coût, c'est au-delà du revenu minimum intellectuellement pour moi, c'est de mettre dans la tête de ces jeunes que déjà il y a une notion d'échec qui est tellement prégnante qu'ils risquent de devoir de l'argent à la banque. C'est lunaire, c'est lunaire. Non mais surtout, ce qu'ils n'ont toujours pas compris, c'est que l'échec
fait partie du parcours et de la vie d'un entrepreneur. On apprend de ses erreurs. Sûr, ça, il faut. Mais je sais de quoi je parle. Par exemple, moi, Stéphane connaît très bien mon histoire. Quand j'étais amené à mettre en redressement judiciaire mon entreprise, tout le monde m'a dit, Nicolas, mais est-ce que tu as une assurance chômage ? Non. Est-ce que quand j'ai remonté mes nouveaux projets, on m'a vendu ces assurances par une assurance ? Est-ce que je prends une assurance chômage ? Non. J'apprends de mes erreurs. Le risque fait partie intégrante des gens qui veulent investir, créer. Et évidemment, quand tu crées, tu as des succès et tu as des échecs. Et donc, ça fait partie. Si on veut tout sécuriser, on va attirer des gens qui, finalement, ne veulent pas prendre le moindre risque. Je ne suis pas sûr qu'au final, ce soit les meilleurs entrepreneurs. Non, comme tu l'as dit très justement, l'accumulation des aides et des dispositifs fait aussi... J'étais très surpris quand cette histoire de passe culture, bon, on ne va pas en reparler, hein, cette histoire de passe culture, en fait, n'est perçue que par à peine la moitié de ceux qui y ont droit. C'est-à-dire, il y a tellement de dispositifs dans tous les sens que ceux qui même veulent essayer de voir s'ils seraient concernés par l'un ou par l'autre sont noyés avant d'avoir la réponse à leurs questions. Et à contrario, tu as l'effet inverse, c'est que tu crées aussi des spécialistes de la recherche de tous ces dispositifs et qui deviennent des ingénieurs intellectuels de la recherche de subventions, d'aides, etc. Je parle aussi d'entreprises, pas que des particuliers. Et en fait, ils oublient que leur intelligence et leur énergie, ils devraient la mettre sur un projet concret et constructif et qui crée de la croissance, plutôt que d'aller chercher des subventions, des aides. Exactement. Ce qui nous amène à France 2030. Bruno Bonnell, donc, qui a donné quelques indications sur la façon... Donc Bruno Bonnell, vous avez suivi ça la semaine dernière, alors lui, multi-entrepreneur, et donc qui est en charge de la gestion de ce plan France 2030. Alors, on apprend d'abord que c'est plus que 34 milliards d'euros, c'est à peu près 50 milliards, parce qu'il reste encore pas mal d'argent du grand emprunt Sarkozy, c'est vous dire, si tout ça, ça va vite. Et justement, Bruno Bonnell dit il faut plus de prise de risque. Nous ne chercherons pas le retour sur investissement. Il faut reconnaître à l'État le droit à l'échec sur les risques qu'il va prendre. 50% des sommes doivent être dirigées vers des acteurs émergents et 50% des sommes sur la décarbonation. Enfin, les deux. Vous pouvez être acteur émergent et travailler sur la décarbonation. On est d'accord, c'est pas cumulatif. Voilà. Cette idée, reconnaître à l'État le droit à l'échec, m'intéresse beaucoup. C'est sympa pour la BPI. C'est très sympa de dire ça et d'entériner ce message, alors que la BPI a quand même fait un travail de dingue là, absolument, sur les 2 dernières années, et que c'est à eux qu'il faut donner les clés à cette équipe-là. Avec une philosophie, je tiens à le dire, radicalement inverse, puisque Nicolas Dufourcq, lui, et d'ailleurs, souvenez-vous de l'affrontement avec Ségolène Royal, Nicolas Dufourcq, lui, dit « c'est l'argent des Français, il faudra le leur rendre ». Et si possible, leur faire gagner de l'argent. Et c'est la différence de Dufourcq. Ça me choque. Bruno, que je connais un petit peu, je lui dirais, mais jamais devant un conseil d'administration, tu tiendrais un discours comme ça. Il n'y a pas de retour sur investissement. Ça veut dire quoi ? C'est à fond perdu ? Ça veut dire que moi, mes impôts, je les donne sans espérer que... S'il y a du retour sur investissement, Stéphane Van Nuffel et ses amis peuvent le financer, tu comprends ? L'État sert à ça pour moi. Il y a un retour sur investissement, quoi qu'il arrive. Ce que j'attends de l'État, c'est un retour sur investissement éventuellement financier. Il y a une agence des participations. Ce que j'attends de l'État, c'est un retour sur investissement social. J'attends une qualité de service. Aujourd'hui, est-ce que vous en avez pour votre argent au niveau des impôts que vous payez ? Mais on parle du plan de relance, là. Attends. On peut aller plus loin. Non, mais on peut... ne partons pas sur un débat trop large. Reviens sur le plan de relance, les 34 milliards qui deviennent 50. Je dis que ce discours de dire il n'y a pas d'obligation de retour sur investissement et de manière un peu provocante, l'État a droit à l'échec. L'État a le droit à l'échec, il se l'accorde à lui-même. On parlait tout à l'heure des entrepreneurs. Le droit à l'échec des entrepreneurs, on peut aussi encore continuer à en reparler. Donc non, je ne trouve pas ça très responsable, cette vision et cette façon de faire. Les gars. T'es d'accord avec ça, Nicolas ? Excuse-moi, Bruno. Hein. Non, mais c'est peut-être c'est peut-être une façon de l'aborder c'est peut-être pas ce qu'il a voulu dire. Parce que quand si, exactement. Non, quand on est un sérieux entrepreneur, en général, c'est difficile. Non, je tiens à dire un truc. Il y a un bouquin très intéressant dont j'ai déjà beaucoup parlé, bouquin de Thomas Philippon, qui est universitaire, prof d'économie français, écrivant aux États-Unis, qui s'appelle « Les gagnants de la concurrence ». Et dans ce bouquin, pour lui, c'est l'une des clés aujourd'hui du retard technologique, on va dire, de l'Europe, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. C'est qu'en Europe, effectivement, on sanctionne, et on a traditionnellement sanctionné les responsables politiques qui sont allés dans de mauvaises directions d'investissement. Alors que, dit-il, aux États-Unis, on a beaucoup plus
Mais c'est normal, tu le disais, hein, c'est vrai pour toute la société. La culture de l'échec, y compris pour l'État. Vas-y, Nicolas. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je vais prendre... parce que je pense qu'au contraire, ce qui nous freine en France, c'est parfois notre manque d'audace et surtout notre manque de vision à moyen et long terme. Moi, j'ai toujours été impressionné, par exemple, par les Américains qui acceptent de financer, par le biais de l'État, d'entreprises privées, de banques, des projets comme, on va citer encore, désolé, Tesla, Amazon, qui ont accepté de perdre beaucoup d'argent, qui ont innové, sans pour autant savoir qu'ils allaient forcément réussir à 5 ans, à 10 ans. Publics, non, c'est pas des programmes publics, mais à la marge, ce que je veux dire, c'est que je reprends en image, c'est-à-dire que l'État investisse sur des nouvelles technologies et qu'il y a un certain nombre de projets qui réussissent sur le long terme et d'autres qui échouent, pour moi, ça fait partie de la notion de risque. Et puis, quant au déficit, désolé, le droit à l'échec de l'État, on le raccorde depuis exactement 46 ans. Hein, on va atteindre les 3 000 milliards d'euros de dette. C'est pas pareil. Alors, à la limite, soyons très entreprises. Le droit à l'échec de l'État dont vous parlez, c'est l'OPEX. Et là, on parle de CAPEX. Là, on parle de CAPEX. Voilà. Et donc, c'est pas pareil. Mais moi, je peux comprendre qu'on investit. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait un minimum de contrôle. Mais la prise de risque d'investir sur ces grands projets qui engagent le pays, je veux dire, quand on a lancé le TGV à l'époque, le nucléaire, des grands projets industriels comme Ariane Espace ou comme Airbus, on n'était pas sûr du succès à la base. Vous êtes très confiant dans le rôle de l'État actionnaire, dans le rôle de l'État investisseur. Excusez-moi, là, je vais te... Putain, si l'État investisseur était bon dans son rôle, ça se saurait. Et il l'est quand il veut, Aziz. Il l'est. Non, mais Aziz, le nucléaire, c'est bien. Ça a été jusqu'à présent, ça a été quand même un grand succès en France. Il faut quand même une vision entre guillemets de portefeuille. Alors, il faut une vision de portefeuille. Je veux bien qu'on perde de l'argent parce qu'on investit là et qu'on s'est planté sur l'expérimentation, mais globalement, il faut quand même une vision où l'argent du contribuable, quand il est investi, on puisse se dire à terme, globalement, tout ça, ça va générer quelque chose et ça permettra une baisse d'impôts, ça permettra d'améliorer les services publics, ou que sais-je. Donc, moi, j'ai vraiment une trouille, c'est quand on dit à des... Excusez-moi, ça va être vraiment cliché, quand on dit à des énarques, vous avez le droit à l'échec, vous avez le droit d'investir et pas gagner d'argent, moi, j'ai une alerte, un truc rouge qui s'allume et qui dit, les mecs, voilà, c'est ça. Aziz a raison, mais il y a deux choses. Moi, dans ce que tu as dit, tu vois, alors moi, je suis pas resté du tout coincé sur le droit à l'échec. Sur le droit à l'échec, fondamentalement, l'État, le représentant politique, il passe par la case élection, donc il rate, etc. Moi, ce qui me choque à un moment donné, et c'est là où je dis Dufour qui doit être dingue, c'est que la BPI, on leur a demandé, là, en particulier ces 2 dernières années, c'est pas nouveau, la BPI a fait du très bon travail sur cette équipe depuis plusieurs années. Mais là, en particulier, avec le PGE, le Covid, le machin, les fonds, la joint venture avec 1, 2, 3 IM pour aller faire de l'investissement en FCPR, etc. Les mecs se sont sortis vraiment l'esprit et ils ont eu des réflexes d'investisseurs privés alors que c'est l'argent de l'État. Et en particulier sur une grosse partie, PGE, etc., dans une optique de crise, de sauver des entreprises. Et donc, au cas où, ils ont été quand même hyper regardants sur la capacité de l'entreprise, malgré l'aide de l'État derrière, à survivre. Non, mais... Pas le PGE, Stéphane. Mais non, Nicolas, non. Attends, Nicolas, laisse-moi finir. Les chefs d'entreprise que nous sommes, oui. Bon, moi, je ne l'ai pas eu, je n'ai pas demandé. Mais les chefs d'entreprise que nous sommes, on a trouvé le moyen de moyenner. C'est juste que les chefs d'entreprise ont tous pris le PGE alors qu'ils n'en avaient pas besoin. En se disant, c'est de la trésorerie. Et ça, c'est l'ingénierie sur l'ingénierie. Bon, je reviens sur ce que je dis. Et Stéphane, je te l'ai déjà dit 20 fois sur le plateau. L'État français, et c'est le libéral qui parle, l'État français doit se comporter comme un État anglo-saxon, comme des États américains. Les Américains, quand l'État se mêle d'un truc, devient ultra-soviétique dans le pilotage d'un projet, la seule contrainte qu'ils demandent, c'est qu'il faut que ça rapporte au moins $1 aux contribuables américains. Dans l'esprit américain, il est inacceptable dans cette phrase qu'on imagine que ce soit flat, que ça ne rapporte pas d'argent. Tu ne fais pas un investissement, que tu sois État ou privé, sans vouloir gagner de l'argent. Pour une raison très simple, gagner de l'argent, ça n'est pas engraisser les actionnaires. C'est ça le problème du discours en France, c'est faire de l'investissement. Et si tu crées un investissement qui lui-même crée des marges pour recréer de l'investissement, tu as gagné. C'est l'erreur française. Il ne faut pas que l'État français gagne de l'argent. C'est sale. Un chiffre, parce qu'on en parle assez peu, nous. Les Anglais avaient 2 modes de distribution du PGE. Un mode un peu comme nous, avec une garantie à 80%, je crois que c'était 80% distribué par les banques. Puis un autre mode, garantie à 100%. Vous avez vu le truc là, le soupçon de fraude devant lequel ils sont, 5 milliards de livres. 5 milliards de livres. C'est pas la faute de l'État anglais. Non, mais ça veut dire que quand même le contrôle des banques, tu vois, tu parlais de la BPI, les petits 10% de banques qui ont fait que quand même les banques responsables de 10% ont regardé à qui elles filaient ce PGE,
c'était nécessaire. Et Stéphane, quand tu 5 fais milliards des de fraude. financements de projets avec la BPI à l'époque, je ne parle pas de PGE, BPI plus banque, il ne faut pas croire que le mec de la BPI, il arrive avec une veste en velours côté et qu'il ne comprend rien. Il est aussi dimensionné que ton banquier. Un mot, Aziz, parce que tu voulais, il nous reste quelques minutes, on va pas, mais ça m'intéresse, moi, ce que tu as à dire là-dessus. Impact de la culture, donc woke, tout le monde sait de quoi on parle, hein, sur le management, il y a quelque chose que tu vois monter, qui t'intéresse? Je vois des petites alertes comme ça, et il y a une actualité qui m'a un peu choqué, c'est cette actrice anglaise qui s'est mise à pleurer devant la caméra sur Sky News en s'excusant de ne pas être noire. Et je me suis dit... Assez noir, pardon. Et il y a des petites... On sait qu'il y a un décalage entre cette culture anglo-saxonne et ce qui nous arrive chez nous de 5 ans. Et je vois des petites alertes comme ça et je me dis, est-ce qu'on ne va pas finalement se retrouver avec des problématiques de ce type à gérer dans nos entreprises, avec cette woke culture qui va devenir un paramètre à gérer en plus de déjà tout ce que nous avons et qui va venir impacter tout simplement l'organisation, le recrutement. Et je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Tu as vu, alors, non, mais il y a actualité quand même. Hein, donc pas entre grâce à toi d'ailleurs, parce que j'étais passé au travers, c'est le premier anniversaire de la plateforme anti-discrimination. Donc je savais même pas qu'il y avait une plateforme anti-discrimination qui avait été... voilà. 14 000 appels en un an, 50% sont liés au travail. Donc c'est 7 500 dossiers liés au travail en termes de discrimination. Est-ce que c'est un sujet réel? Est-ce qu'on se dit que c'est rien du tout, peanuts, au regard des 20 millions de salariés en France? Je ne sais pas. Non, mais il y a... Vas-y. Non, mais vas-y. J'allais te poser une question. Je trouve, encore une fois, c'est encore les mêmes méthodes qui conduiront au même résultat. La problématique gérée par l'État de l'antidiscrimination, je trouve que c'est une gabegie, c'est une perte de temps et c'est pas faire. La problématique, elle se trouve dans les entreprises, elle se trouve dans la formation des DRH, elle se trouve aussi à la hauteur et au niveau des candidats. Donc, il y a toute une culture et une éducation, une formation à faire et l'État prend ça sous l'angle un peu politique. On voit bien la porte par laquelle on rentre avec l'antidiscrimination, le SOS racisme, ne touche pas à mon pote, le machin, le truc. Donc je vois bien qui peut en profiter. Mais de manière factuelle, je préférais qu'on passe par les entreprises, par la formation. Il y a des problématiques et ils se règlent de plus en plus. Et plutôt que de stigmatiser le salaud d'entrepreneur ou le salaud qui recrute, ou bien de victimiser... Là, je t'en parle, j'ai été le chercher d'ailleurs. Ou de victimiser l'autre partie, c'est important. Ou de victimiser le candidat. En fait. Moi, je suis vraiment pour qu'on essaye d'améliorer les process de recrutement en interne sans jeter l'opprobre et en pensant, parce que la woke culture, c'est ça, c'est de présumer que tout le monde est raciste globalement, que tous les blancs sont racistes. Mais c'était fondé, Aziz, quand même, au départ, historiquement quand même. Ça vient des États-Unis, il y avait une apartheid comme ça, je ne vais pas te parler de mon arrière-grand-père qui ceci ou que cela. Bon, les amis, on marque une pause. On marque une pause, c'est important aussi, les pauses. C'est notre EBITDA à nous, vous savez, les pauses. Donc on repart, les amis. Alors, la baguette. Non, juste avant, quand même, sprint final dans les négos de la grande distribution. Donc, le syndicat des grands distributeurs, je ne sais plus comment il s'appelle, nous dit que les hausses demandées par les industriels s'élèvent en moyenne à 7-8%, et qu'il n'est pas question qu'ils laissent passer ça. Je ne sais pas si on peut le voir, il y a Intermarché, parce que ça, c'est une séquence... Elle est régulière, hein. Moi ça fait 20 ans que je suis les négos dans la grande distribution. Voilà, donc là c'est Intermarché qui déférence, alors je ne sais plus quoi, on ne va pas le dire d'ailleurs, peu importe, mais je crois que c'est... du café. Ouais, c'est Nestlé, je crois, hein. Je crois que c'est des marques Nestlé, enfin bref. Non, mais on peut la remettre, la fiche, elle est intéressante. Et donc qui explique, et ça on va en voir dans les magasins, qui explique que les hausses demandées par cet industriel sont beaucoup trop importantes, que donc désolé, vous ne trouverez pas... ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie dans le magasin. Ça nous amène donc à la baguette Leclerc. Et alors, Nicolas, je dois dire que tu m'as beaucoup surpris. Donc, on va pas refaire le sketch. Hein. La baguette bloquée à 29 centimes d'euros. Et alors, Nicolas, tu as fait un post, mais très très vite, hein, sur LinkedIn. Monsieur Leclerc, je vous demande solennellement. Solennellement. Parce que là, on en sourit, mais ton post, il était... Bah là, on va pas là. Il était... tu as envoyé du bois, quoi, comme on dit. Ouais. Et Leclerc, alors il te répondait pas, mais il s'en est pris tellement des posts comme celui-là que le même jour, il fait en fait une forme de réponse où il dit mais qu'est-ce qui vous prend? Ça dure depuis 1 an, cette histoire. Nous, on dit juste qu'on la bloque, voilà. Le prix de la matière, alors il donne un truc quand même très intéressant, Leclerc. Il dit si le blé augmentait de 30%,
L'impact final sur la baguette, c'est 1 centime d'euro. Donc, de quoi vous me parlez? Et pour le reste, on a 2000 boulangers. Et c'est même pas la majorité de nos ventes, cette baguette à 29 centimes d'euros. Ça doit être simplement. 30%. 30%, il dit, voilà, c'est 30% de leur vente de pain. Et qu'est-ce qui t'a pris, Qu'est-ce que tu dis de bord dans ce poste Pardon? Je vous demande c'est solennellement, au nom des entrepreneurs, alors il a fait un peu de politique, donc il dit au nom de nos entrepreneurs, de nos boulangers, de nos campagnes, d'arrêter cette expérience. En fait, il y a un double... Vas-y. Il y a un double discours. Le premier discours, c'est d'essayer de faire croire à tout le monde que dans ces grandes surfaces, on mange de la baguette, contrairement à nos boulangeries. Voilà. Ça n'a rien à voir en termes de produits. C'est comme comparer, je sais pas moi... Ok, on comprend. Bon, Vas-y, ça, continue. c'est déjà le premier point. Voilà. D'un côté, on fait de l'industrie, on produit vite, on respecte pas la fermentation, on rajoute des produits additifs, on rajoute des arômes de blé pour faire croire, et on essaye de faire croire qu'on compare deux produits qui sont identiques. Bon. De l'autre côté, j'écoute beaucoup Michel-Édouard Leclerc qui nous explique que son objectif, c'est le circuit court, c'est de préserver les commerçants de proximité, c'est de travailler dans un espèce d'écosystème pour favoriser, etc., au pouvoir d'achat. Je dis juste qu'en continuant de faire cette communication qui est pour moi, je trouve, démagogique, au moment où il l'a fait, ça va contre l'intérêt aussi de nos petits commerçants. Et c'est là-dessus, moi je connais, j'ai travaillé dans la boulangerie très jeune, à l'âge de 12 ans, je sais ce que c'est que de me lever à 1h du matin, de préparer mon baguette, de respecter la fermentation, de livrer, et on compare des choses qui ne sont pas comparables. C'est pas grave, tu la vends 3 ou 4 fois le prix. Voilà. C'est Non, quoi ton alors, problème? C'est pas grave, c'est pas la même cible. Mais évidemment. Bah, Attends, moi, la baguette Leclerc, Auchan, Intermarché, je suis fils d'ouvrier, on était 6 à la maison, je vais te dire, heureusement qu'on avait des baguettes pas chères, on n'avait pas les moyens d'aller à la boulangerie. Et en attendant que le pouvoir d'achat, alors on peut dire, oui, c'est pas parce que t'es pauvre que t'as pas le droit à la qualité, etc. J'entends tout ce discours. Mais cette baguette-là, elle va nourrir des gens. Cette baguette-là, elle sert aussi des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat. Alors, excuse-moi, je vais être un peu provoque. Vas-y, t'as raison. Moi, je suis dans mon 6e arrondissement, je peux me payer la baguette Compagnon de France, etc. C'est pas... Mais pense à tous ceux qui sont à la campagne ou qui sont en périphérie, en banlieue, etc., qui n'ont pas les moyens de se payer la baguette fermentée préparée par Nicolas à 4h du matin. Il faut penser à ces gens-là. 2 heures, pardon. Donc, moi, je pense qu'au contraire, Édouard Leclerc, il fait une segmentation classique, il s'adresse à une cible avec un prix d'appel, un prix coûtant, il fait du marketing. Et en même temps, ça sert ceux qui en ont besoin. Donc, bon, défendre l'artisanat, le commerce... J'ai rien à dire. Il y a une autre cible. Celui qui va aller acheter sa baguette à 2 euros, 3 euros, celui qui paye sa galette des rois, et Dieu sait que j'ai rebondi, à 25 ou 30 euros, c'est pas celui qui va aller acheter sa baguette à 20 centimes ou 20 là, centimes. tu vois, Nicolas, j'ai pas compris le truc. C'est pas 20 centimes. Je trouve, mais c'est mon avis personnel, je trouve que dans sa forme, dans la communication, profiter d'annoncer ce blocage de prix et de se mettre les artisans, je trouve pas ça très fort. Mais il vient de te dire, Aziz, c'est à ce moment-là, c'est pas quand cette angoisse monte. C'est comme faire croire que chez McDo, tu manges un hamburger. Bon, bah, on sait tous que voilà, on connaît le système. Michel-Édouard Leclerc, tu peux pas lui faire ce procès, c'est toute sa vie. Toute sa vie, lui et son père, le premier combat, 1976, bloquer le prix de l'essence parce que l'essence flambe. C'est toute sa vie et tous ses risques. Parce que, on l'a oublié, hein, mais l'essence, c'est une cascade de procès. Il a fait même évoluer la législation européenne, en fait, dans ce combat. Oui, c'est vrai. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est d'ailleurs très intéressant en termes de marketing, parce qu'à un moment, ça paye. Tu vois, voilà. Il n'y a plus personne n'a le moindre doute sur le fait que Leclerc défend le pouvoir d'achat. Je ne vois pas ce que tu peux lui reprocher, très franchement. Là. Tu défends le pouvoir d'achat, tu attires toute une partie de ta clientèle pour prendre de l'essence, pour te faire consommer dans tes grands magasins. C'est pas à toi que je vais apprendre qu'il y a une stratégie. Il y a une stratégie commerciale, marketing, dans le but. Il ne le fait pas que pour le bien des Français. Il fait le bien pour attirer les gens dans ces grands magasins. Comme tous les entrepreneurs, ils font du bien pour attirer les clients. Très rapidement, mais soyons honnêtes jusqu'au bout. Je vais t'expliquer un truc, très rapidement. Il se trouve que je connais le groupe Leclerc de l'intérieur. Leclerc, d'ailleurs, vous l'avez suivi quand même dans la grande distribution, les indépendants, ce sont des indépendants, Leclerc. Ouais. D'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc, il dit ce qu'il veut, mais derrière, je peux vous assurer que dans les conventions Leclerc, mais j'ai vu des affrontements, mais homériques. Tous les indépendants sont suivis avec un indice de prix ultra local. Ils sont obligés d'être 2%, alors peut-être que ça a évolué, mais à l'époque où j'avais connu ça de l'intérieur, en dessous de cet indice de prix. Sinon, la centrale leur colle des amendes.
Ça veut dire que l'effort qu'ils font sur la baguette, mais ils le font sur tout et en permanence. Et si ça ne marche pas, comme pour Intermarché, tu ne le trouveras pas dans le supermarché Leclerc. Donc tu vois, ce n'est pas une posture liée à cette baguette. Voilà, c'est un positionnement, comme le dit Aziz, marketing fort. Vas-y Stéphane, parle. Très rapide, sans tiroir. Moi, je pense que autour de cette table, tout le monde a raison. Ce que je ressens de la défense de Nicolas, c'est que Nicolas, il défend la qualité. Et il est vrai que j'avoue que j'étais là le jour où tu as parlé de cette baguette. On était tous surpris que ce sujet soit aussi important pour toi. Mais on sait que cette baguette, elle n'est pas terrible. Voilà. Et on sait que dans la grande distribution, tu n'auras pas ce que tu as chez Ediard au coin de la rue, quoi, ou chez ton boulanger, ou ton charcutier, ou ton On boucher. n'est pas obligé de parler d'Ediard, on peut parler de petites Mais si, boulangeries dans les petits villages de France. Non, mais justement, non, parce que justement, le petit artisan, le petit charcutier de province, il n'a rien à envier à Ediard. S'il voulait la mise en place. Ediard, c'est l'inverse. On fait du cinéma pour te mettre un truc qui a la même qualité qu'un super charcutier de province. La grande distribution, c'est pas son rôle. On l'a voulu. Le monde moderne a voulu, à un moment donné, exactement ce qu'expliquait Stéphane. Il fallait trancher dans les coûts. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de notion. Ils essayent, la grande distribution, de mettre la qualité comme étant un de leurs critères. Ben non, en fait. Et ce qui était peut-être maladroit, c'est là où je te rejoins juste, c'est au moment où il l'a fait, on commence à rentrer dans une période électorale, machin, où le pouvoir d'achat avec l'inflation... C'est pour ça qu'il le fait. Mais moi, je vous défends. On sait très bien que donc en fait il ne peut pas défendre la qualité, donc il fait du marketing en défendant entre guillemets le rôle social de la grande distribution. Entre toi et moi, Stéphane, on le sait que c'est du marketing, donc vous avez tout le monde a raison dans l'absolu. Je dis pas que Michel-Édouard Leclerc n'a pas raison de le faire. Attends, j'ai juste rallumé moi ouvrir un petit tiroir parce que pourquoi ça me tient à cœur. C'est la grande distribution en fait qui me tient à cœur. Et depuis, mais ça fait 20 ans, on a là un atout industriel et commercial. Une invention du génie français extraordinaire. Et ce même Thomas Philippon, quand il est venu nous voir, a dit quelque chose de très très juste. Il a dit, arrêtons... La question, c'est pas de savoir pourquoi on n'a pas de Google européen, on n'a jamais été dans cette course-là. La question, c'est pourquoi il n'y a pas un Tesla allemand et pourquoi il n'y a pas un Amazon français. Et parce que, à taper systématiquement sur la grande distribution, à en faire une sorte de sport national, on a, qu'on le veuille ou non, cisaillé les jambes de ces entrepreneurs incroyables qui auraient pu, peut-être, faire Amazon dans les années 90. Voilà, c'est pour ça que ce sujet me tient. C'est un autre modèle. Mais il est passionnant. Je sens que... C'est un autre modèle. non, mais c'est un autre modèle. Je sens que je fragilise ta position avec cet argumentaire. Tu donnes des arguments, mais on connaît tes qualités, Stéphane. Bon. Tiens, Stéphane, ça aussi c'est intéressant. Ouais, Bourse Gare au choc. Ah mince. Non, tu te souviens, on en avait parlé ensemble. On avait parlé ensemble de donc Robinhood. Ouais. Cette application américaine sur laquelle se sont rués les particuliers américains pendant le confinement. Entre autres. Qui donc a profité de la hausse des marchés, continue, voilà. Et puis arrive ce qui est arrivé la semaine dernière. Donc c'est un record absolu, Facebook, c'est ça, 200 milliards de pertes de capitalisation en une journée. Oui. Alors, moi, j'ai lu, justement, je voulais ton avis là-dessus, que en fait, ces particuliers américains boursicoteurs allaient changer la façon dont le pouvoir politique regarde les mouvements boursiers, parce que il n'est pas possible que les gars perdent leur chemise comme ça en 3 semaines. Enfin, que ça allait devenir un sujet politique. Est-ce que tu... Vas-y, dis-moi un petit peu comment tu regardes ça. C'est difficile parce que c'est un sujet extrêmement dense et extrêmement large. Ouais, mais il faut... Alors, tu es capable de le faire en 3-4 minutes. Je te donne mon point de vue très rapide sur cette histoire de Facebook. C'est un sketch, mais je fais partie des gens qui, même si je travaille dans la finance, continuent à dire on est arrivé dans un monde où en fait l'effet d'annonce est devenu n'importe quoi et que les réactions des marchés, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, des fois je ne les comprends plus, et a fortiori dernièrement. Parce que là, ce qui s'est passé sur Facebook, c'est une blague. Et quand tu discutes avec des gérants et te disent ouais, tu te rends compte, c'est la première fois qu'ils perdent 1 million de visiteurs, machin, ils ont 1,8 milliard quotidien. C'est un détail. Bon, c'est un détail. Non, pas sur le modèle. Le détail, c'est la réaction de marché, elle est lunaire, mais je peux t'en sortir 50 sur les 2 dernières années, des réactions de marché. Alors, comment tu l'expliques ? Alors justement, c'est là où je reviens sur la deuxième partie. La question de Stéphane, c'est ça, c'est le pouvoir politique est en train de tourner. C'est-à-dire qu'avant, ça se faisait un peu, je caricature, la World Company, les grands banquiers, entre politique et grands banquiers, on maîtrisait un peu le marché et les effets. Et j'ai toujours dit que la crise des années 2000, cette fameuse première crise point quelque chose, elle était due à la première fois, et je suis un acteur de ça, de la digitalisation et de démocratiser l'accès à la finance. N'ouvre pas des tiroirs, va au but. Donc, elle était due à... De 2000 à 2003, la crise, c'est que le petit plombier du coin, le boulanger du coin, il a pu, pour la première fois,
ne plus passer par son banquier et son compte titre quand il a voulu boursicoter. Et il a commencé à boursicoter. Dès qu'il s'est rendu compte qu'il avait cru dans des projets point quelque chose, qui prenaient 300% en 2 semaines, mais qu'en fait derrière il n'y avait rien, le business model, et ben il a la même réaction que n'aura jamais un gérant, ni étatique, ni institutionnel, ni d'une société de gestion privée, qui va donc connaître les fondamentaux avant d'investir pour rentrer, avec 2 ans d'avance, et les fondamentaux avant de désinvestir pour sortir. C'est Warren Buffett qui l'explique. Donc tu dis que le particulier, en fait, il vend tout de suite, lui, sans discernement. C'est ce que dit Warren Buffett. Quand tout le monde y va, j'y vais pas. Quand personne n'y va, j'y vais. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui commence à se passer. Mais ça va plus loin, et je finis là-dessus, comme ça je laisse après la parole, pour pas me faire de tiroir. Ça fait un certain temps qu'on est quelques-uns à discuter du sujet, que de toute façon le monde est en train de changer et que ces réseaux sociaux, Meta comme un autre, parce qu'on ne parle pas que de Facebook, on parle de Meta, vont changer le monde dans la philosophie politique, dans toutes les décisions, pas que la finance. C'est-à-dire que demain, on votera plus à droite, à gauche, démocrates, républicains, extrême droite, extrême gauche. Non, on votera les Google, les Amazon, je caricature, les Snapchat, les Alibaba, etc., etc. En fait, ces communautés deviennent tellement puissantes, tellement dans l'influence. C'est plus simplement je montre un email et je gagne 1 million de vues. Non, c'est que maintenant, ça a un impact sur le cours de bourse. Ça a un impact sur la stratégie de M. Zuckerberg qui se retrouve donc à se prendre une claque. Il réunit tout le conseil d'administration. Et le mec, même s'il est complètement dans son monde, a dû se poser la question de son business model pendant une fraction de seconde. Mais j'ai pas compris où tu veux en venir, Stéphane. Je veux en venir que je vais dans ton sens. C'est-à-dire que la réaction des petits porteurs qui donc sont rentrés en bourse à un moment donné, et c'était ce que j'appelais de mes vœux, il faut faire attention qu'aujourd'hui, ça devient une influence très forte quand ils ont le réflexe inverse. Parce qu'en effet, ils ont la trouille. Et que si tu le multiplies aux États-Unis avec en plus que déjà une partie de leur épargne qu'ils n'ont pas mis eux-mêmes et dans un fonds de pension qui lui-même est aussi en bourse et pas garanti sur un fonds euro livré, on ne va pas revenir là-dessus, bah ça fait des éléments de flux financiers qui sont assez importants. Je ne suis pas un spécialiste, mais ça m'effraie de savoir que le petit porteur peut aller bousculer Facebook et lui faire Aziz, ça perdre autant en si peu de temps. Ça commence. Ça s'appelle la démocratie, Aziz, le pouvoir de la foule. Le pouvoir de la foule. Mais c'est ça qui est inquiétant, Stéphane, un peu en finance. Ah, moi ça m'inquiète pas, mais... Si, en finance, c'est parce qu'en finance, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas être tout seul à faire des conneries, c'est ça le truc ? Non, mais c'est très bien que moi, je ne fais pas le produit financier. Les financiers sont vendeurs à découvert. Enfin, tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ok, je veux bien pour celle de 2000. Enfin, oui. Non, j'ai pas parlé de 2008. Des impacts boursiers. Non, j'ai pas parlé de... Non, mais attends, t'inquiète pas. 2008, le particulier, entre guillemets, à part certaines formes de naïveté à avoir 18 000 prêts sur des biens immobiliers, mais à part cette... Non, là, celle de 2008, c'est-à-dire celle qui est la plus lunaire de l'histoire de l'humanité, elle est entre banquiers, t'inquiète pas, ils resteront toujours plus forts. Hein. Voilà, quand ils merdent. Non, ce que je veux dire juste, c'est que tu posais la question de est-ce que ça devient politique ? C'est pas ça devient politique, c'est des enjeux pour les politiciens. Ça devient politique, mais parce qu'en fait, je suis en train de te dire que de toute façon, la relation à la chose publique, à la politique dans la chose publique, est tant mieux sur certains sujets, comme le social, l'égalité des chances, ce dont on parlait, le woke ou pas woke, voilà, ça c'est très bien que le peuple, entre guillemets, grâce à ces réseaux sociaux, puisse s'exprimer, même si tu as un nombre de tordus improbables qui a le droit de dire maintenant des choses qu'il n'osait pas dire et qui n'étaient pas relayées. Sur la finance, peut-être que j'ai un défaut, tu as raison. Je dis, attention, c'est quand même un truc de spécialiste. Not in my backyard. Hein. Même moi, il y a des sujets dans la finance sur lesquels je ne vais pas. Je les comprends, mais j'y vais pas. Parce que je ne suis pas dimensionné pour. Ce n'est pas mon métier. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faut instaurer un permis d'investir pour le petit porteur avec un A derrière le temps de... C'est un fait. Et quand tu discutes aujourd'hui avec des gérants, c'est pas la première fois. Il y a eu l'histoire de Tesla, il y a eu tout un tas de trucs où l'autre il lâche un tweet, il se fait carboniser par son conseil d'administration parce que Musk et l'action fait comme ça. Et donc tu as des mecs qui rentrent au bon moment, qui sortent au bon moment. Comment ils ont eu l'info, etc. C'est les réseaux, c'est l'information, c'est Twitter. Ceci, juste pour conclure sur ce sujet, pour évoquer ce que disait Aziz tout à l'heure, les chutes sont à la hauteur des hausses du passé. On est loin. On est aussi, ça perd 200 milliards là, mais ça a gagné combien depuis 15 ans ? On est dans des chiffres qui sont... Nicolas, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Oui, c'est ça qui change avec les réseaux sociaux, donc avec la Vox Populi. Avant, ça restait, je le redis, entre spécialistes qui savaient maîtriser les flux du marché. Il ne faut pas oublier que c'est important parce que les gens paniquent, ils ont raison, c'est ça que je veux dire Stéphane, hein. Ils ont raison de paniquer, ils ont raison de se faire peur. Là, c'est très complexe l'histoire de Meta. Qui est gagnant derrière ? Pour autant, tu as Google qui monte, tu as Apple qui monte, J'ai pas appris beaucoup d'adages de bourse, mais il y en a un qui me plaisait beaucoup, c'est If you panic, panic first.
Ouais, alors, bon, Voilà, ça a bien- celui-là, ils l'ont tous retenu. Je ceux-là, t'invite à tu vois, regarder un les- film C'est sur le crack de Margin Call et tu vas voir les 88, ça, non conséquences que ça a eu. Parce C'est que le crack de 88, non? Je sais pas, il faut bah, panique first, c'est un voilà. truc qui se dit, c'est comme on rattrape pas un couteau en train de tomber, c'est comme, enfin, voilà, tu sais, c'est les adages de bourse, le rebond du chat mort, enfin t'en as des tas qui Sauf sont, si tu sais qui sont faire. plein de vérités Sauf à si chaque tu fois. sais le faire. Rattraper le couteau là, Ah, si tu sais le c'est faire, chaud. si hein. tu sais le faire. Regarde, Ah, tu si vois, tu le sais le président du Salvador, il a essayé de le faire avec le Bitcoin, là, Ouais, bah, voilà. il s'en est même Ouais, voilà. félicité par un Ouais, tweet, ouais, et puis ouais. bim. Voilà. Et c'est parce que c'est un Ça grand lui a coupé la spécialiste du main, quand Bitcoin, le président du Salvador. Ça lui a Je veux dire, on est en train de parler Bon d'un les pays gars, qui a on une est en banque train de centrale hyper partir pointue. dans Ouais, tous les ouais. sens. Pardon. Qu'est-ce qu'on n'a pas traité comme sujet? Ah bah oui, Orpea. Ah. Contagion, nationalisation. Comment alors le sujet, moi je veux pas vous demander quelles sont les conditions réelles dans les EHPAD, etc. Et tout, c'est pas notre sujet ça. Non, moi Pas encore. je suis frappé. C'est pour nos parents. vas-y. Je plaisante. Ouais. Euh, On n'ira pas. non. On n'ira Comment pas. est-ce que vous vivez le... T'as connu ça un petit peu, Aziz, toi, avec les VTC. C'est-à-dire, à un moment, t'as un secteur entier qui part à la cave. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun discernement dans le secteur public. C'est tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde est coupable, sans même d'ailleurs avoir vérifié. C'est assez violent quand même, hein, quand ça arrive sur un secteur économique comme ça. Comment est-ce que tu... Moi, comment je l'analyse, c'est qu'il y a peut-être eu des dérives, je ne sais pas, comme tu le disais tout à l'heure. Je me dis que sur un secteur comme ça, il y a une sorte d'abcès qui est en train de crever et on est en train de tourner une page. Il y a un nouveau modèle qui va apparaître. Peut-être que ce modèle est un petit peu ancien. Peut-être que la façon d'appréhender, d'organiser, de manager les choses, peut-être que les prix n'étaient peut-être pas aussi alignés à la qualité de service. Je me dis oui, effectivement, qu'il y a de nouveaux entrants et peut-être que la façon de faire de grand-papa va... Mais de nouveaux entrants, c'est eux les nouveaux entrants, Aziz. Attends, Je Orpea, Corian, etc. C'est eux qui aujourd'hui sont... Oui, comme l'étaient les taxis avant Uber, t'as raison. Comme l'étaient les taxis avant Uber. Ah, tu crois qu'il va y Pour avoir une reprendre ubérisation des EHPAD? Pas une C'est chaud ubérisation, quand même. Hein. pas une ubérisation, mais une nouvelle façon d'organiser et de faire les choses, oui. Je pense. Ah oui, c'est-à-dire que tu dis une crise d'une telle ampleur, c'est... De faire péter le modèle et de le C'est une prise de réorganiser. conscience, Mais ouais. pas Non, non, forcément. c'est une opportunité pour un entrepreneur. Ah oui. Ah oui. Tu dis ça comme si tu étais en train de regarder... Ah non, non, non. Non, Non, non. mais déjà, il y a des marques que tu peux citer qui normalement devraient traverser tout ça sans être Finger trop touchées. Hein. C'est-à-dire... Bah, il y a dans le top 4 ou top 5, tu as un groupe en particulier, et c'est un domaine que je connais bien, parce que moi je vends des investissements en loueurs meublés non professionnels à des clients. Corian, Orpea, Domusvie, Colisée, etc. Moi, je l'ai fait pendant des années. Ça fait 20 ans que je le fais. Comme on vend des lois de défiscalisation, des secteurs sauvegardés Malraux, c'est de l'immobilier d'investissement. Ah oui, Ça, je mais ils connais achètent très, quoi, très les gars? Ils achètent un appart dans une résidence Ils achètent une chambre médicalisée ou pas? médicalisée. Là, on parle Ouais, de c'est ça. d'ultra médicalisé. Ils D'ultra achètent une médicalisé. chambre ultra médicalisée dans une résidence avec un bail d'exploitation qui les engage sur plusieurs années et qui leur garantit un loyer et un service pendant plusieurs années. Voilà. Donc Mais c'est pas des- forcément pour eux, c'est un Ah investissement. non, c'est un investissement Un pur. investissement Donc là, pur. vous avez des gens qui sont en face, qui à un moment donné sont choqués d'entendre on découvre que le secteur privé veut gagner de l'argent. Alors il y en a évidemment qui nous ont appelés, parce que ça fait moins de 15 jours que je passe mon temps à faire ça, à désamorcer. Des clients qui évidemment veulent donner du sens à leur investissement, et quand ils entendent que l'argent dans la boîte dans laquelle ils ont investi, certes ils cherchent du rendement, etc. etc. Mais Se oui, comportent non, mal mais on est sociétalement. Bon, mais il y en a d'autres qui te disent, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Évidemment, ils sont là pour Mais gagner de alors l'argent, ils sont cotés. laquelle va s'en... Ah oui, ceux qui sont pas Ouais, je cotés. fais- Domusvie est pas coté, par exemple. Domusvie n'est pas coté. Orpea est coté, Corian aussi, mais Voilà. Orpea, c'est surtout le gros leader à l'international, c'est un savoir-faire. Mais il y a un groupe familial qui aujourd'hui a des actionnaires à son capital qui s'appelle Colisée, un groupe bordelais qu'on connaît très bien, c'est le numéro 4. C'est les premiers à être allés en Chine. C'est Natixis derrière qui a aidé le développement de cette boîte-là. C'est un truc familial. J'ai pas eu. T'as une idée Son du chiffre PDG, d'affaires? Faut que j'ai une C'est idée le de sa quatrième. taille. Alors le chiffre d'affaires, non. En nombre de lits, on commence à être sur plusieurs dizaines de milliers. Ah C'est le oui, quatrième. voilà. Non, non, Ah ils ouais, connaissent ouais, c'est bien un leur vrai sujet. gros truc. Ah ouais. Et eux sont des spécialistes, tu vois, des centres de remise en forme pour sportifs, etc. Donc c'est un truc très. C'est pas que le médical, EHPAD, c'est le médical à la base. Mais je serais assez curieux. J'ai pas eu le grand patron que j'avais rencontré à l'époque sur une anecdote assez drôle, mais lui, j'aimerais bien savoir comment il prend ça. Parce que lui, ça fait des années qu'il attache une importance fondamentale à la positionnement du service médical. Parce que c'est des gens qui avaient un médecin comme Et il doit associé être au départ. secoué lui aussi, forcément. Ils sont hein. tous secoués. T'imagines bien que le mec imagine-toi le directeur d'un EHPAD Orpea, avec qui ça se passe bien, comme dans 90% des maisons de retraite Orpea, où l'aspect social entre le directeur et ses équipes se passe hyper bien, avec toutes les contraintes d'un EHPAD. C'est horrible, c'est un mouroir, un EHPAD.
Et ils se prennent ça à pleine face parce qu'en fait, il y en a quelques-uns qui ont fait n'importe quoi. Peut-être. Parce que le problème de... Peut-être, on verra. Parce que... Le vrai problème là, Nicolas, c'est le rapport qualité-prix. Stéphane, pardon, c'est le rapport qualité-prix. Je suis flatté. Ouais, pardon. Non, c'est parce que je te regardais. C'est un autre Nicolas. Oui, peut-être exactement. Tu as raison. Non, mais c'est un sujet qui est très important parce que c'est un sujet où on a l'air de découvrir. Je finirai juste là-dessus. Mais c'est intéressant, vas-y. On a l'air de découvrir que le secteur privé, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'investissement de l'État, doit gagner de l'argent. Bon, la notion, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse la mesure du raisonnable et qu'on sorte de toute humanité, évidemment. Ce qui me fait un peu peur dans la réaction... Le taux de marge d'Orpea, c'est 4%. Hein. Non mais c'est... Alors, merci, il va plus vite que moi. Voilà. C'est gentil. La grande distrib, c'est 2. Hein. Voilà, on n'est pas sur de la SS2I qui fait 35%, ou le promoteur immobilier qui fait 25%. On est quand même sur un truc qui est... moi, j'ai toujours dit à mes clients, parce qu'attention, un EHPAD n'est jamais 100% EHPAD. Ce sont des maisons médicalisées en général à 50% et 50% une aile EHPAD. EHPAD, c'est encore pire que médicalisé. Hein. EHPAD, c'est Parkinson, c'est Alzheimer, c'est grande dépendance. Non, mais c'est hyper important parce que c'est Jacques Chirac qui avait lancé ça en 2002. Ça fait 19 ans que ce sujet est sur la table. Et Emmanuel Macron l'avait mis aussi comme étant une priorité nationale. Le problème, c'est qu'il s'est pris le Covid. Bon, oui, mais il a dû arbitrer. Non, mais même sans le Covid, il ne l'aurait pas fait. Non, mais il y a un vrai sujet, Stéphane, parce que moi, j'ai un peu peur, juste, mais je te l'ai dit quand on en parlait. J'ai un peu peur du ruissellement derrière. Parce que là, aujourd'hui, on pointe du doigt tout le secteur privé qui ne représente que 20% des EHPAD en France. Il y a 25-30, c'est les associations, et 50%, c'est l'État. Bah, attention qu'on ne soulève pas le capot et qu'on n'aille pas se rendre compte de l'état des EHPAD en France sur tous les secteurs. Parce que ce jour-là, à mon avis, ça va nous faire drôle. Amusons-nous à faire la comparaison entre les cliniques et les hôpitaux publics, cliniques privées, hôpitaux publics. Et on va se rendre compte qu'il faut faire très très attention quand on a été obligé de choisir les patients qu'on allait soigner ou pas dernièrement en hôpital public, malgré tous les efforts qu'ont fait les gens qui travaillent dans l'hôpital public en France et qui sont mal considérés. Ce qui me frappe par rapport... On a commencé cette émission avec donc l'apprentissage, les créations d'entreprises, les bonnes nouvelles, le secteur privé, etc. Et là, il y a une espèce... Même, donc Richard Ferrand, alors j'ai assez peu... Enfin, personnellement, je n'ai jamais compris ce qu'on pouvait trouver à Richard Ferrand, mais donc, il est censé quand même représenter l'aile, on va dire, libérale de l'échiquier politique, non ? Comme Pécresse est censée être la candidate de droite. Ben ouais, t'as raison. Bon. Les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes ou en perte d'autonomie ne devraient pas être à but lucratif, nous dit le troisième personnage de l'État. Et le problème sera le même. C'est étonnant quand même, ce réflexe, t'as un problème, l'État est une solution, la nationalisation est une solution. C'est bien, ça recoupe d'autres sujets. L'État actionnaire, l'État investisseur, on sait tous que ça gère beaucoup mieux, on le sait tous. Ouais, c'est ça. Parce que tu reparlais du déficit, on sait très bien qu'ils feraient tous mieux que nous autour de la table, et qu'ils font beaucoup mieux que nous, et qu'ils feraient mieux que tous les acteurs, évidemment. Mais c'est une plaisir. Tenir compte de ce type de propos en campagne présidentielle, ça n'a pas de sens. C'est populiste, ils regardent les choses à travers un autre prisme. Et leur contrainte à eux, c'est Nicolas, tu as un avis là-dessus ? Tu regardes ça Non. Moi, je dois dire, ça me fascine, cette histoire. Ouais. Ça me fascine. Oui, moi je suis... C'est un sujet de société, en plus. Non, alors c'est pas le sujet, moi, c'est la vitesse à laquelle ça se propage, parce que je pense qu'il y a des gars qui ont mal fait leur boulot. Je parle pas des EHPAD, moi, je parle de la gestion de crise. C'est-à-dire une telle déflagration comporte énormément d'éléments radicalement nouveaux. On en a déjà parlé, une forme d'ESG warning, c'est-à-dire que Orpea était plutôt bien noté dans les notations ESG. En cours d'ISR immobilier. Voilà, absolument. 15% du capital, Orpea, c'était 4 milliards d'euros de valorisation boursière. 15% du capital qui est bazardé en quelques heures après la sortie du quotidien Le Monde. Je crois que c'est du jamais vu. 67 en 15 jours, c'est du jamais vu aussi. En tout cas, dans ce secteur qui est un secteur vraiment assez pépère. Et tu es d'accord avec moi, c'est lié à l'ESG ? C'est un ESG warning. On avait des profit warning qui pouvaient faire ça. On a parlé de Facebook. Là, c'est un ESG warning. C'est ça, le S de ESG, évidemment. Le reste, on s'en fout. Mais moi, je trouve que c'est fascinant parce que ça remet en question la mentalité française qui cache ses vieux d'un côté, mais qui de l'autre côté pointe du doigt d'un point de vue financier et sanctionne celui qui veut gagner de l'argent sur des sujets comme alors, c'est le deuxième point, c'est effectivement que si c'est si grave que ça, mais pourquoi les familles n'ont rien dit ? Enfin, pourquoi il faut attendre ? On ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas avoir ce raisonnement, mais tu as envie de dire récupérez votre grand-mère chez vous. Mais oui. Et quand il y a Alzheimer, non, mais enfin, je ne sais pas, portez plainte, prévenez la police. Enfin, j'en sais, si c'est si grave que ça, est-ce que ça voudrait dire qu'en fait, ils sont littéralement abandonnés par tout le monde, y compris par leur famille. Voilà, c'est l'autre sujet. C'est un sujet qui... Ou bien on peut aussi imaginer que la procédure pour déposer plainte, la justice... Non, mais je pense que la vérité n'est... Les traitements, on peut aussi imaginer aussi que dans le circuit, il y a un souci. Moi, je pense que la vérité n'est pas tout à fait là. Je rejoins ce qu'a dit mon ami Stéphane tout à l'heure. Moi, j'ai une arrière-grand-mère, enfin l'arrière-grand-mère de mes enfants qui est dans un EHPAD depuis 7 ans, chez Orpea,
à Alençon. J'y étais encore le week-end dernier. Et je peux vous garantir, en ce qui nous concerne, nous, non mais on a des équipes fantastiques, on est accueillis, ils font un boulot incroyable. Et moi, ce qui me frappe sur le plan humain, c'est qu'évidemment, le sujet est fascinant sur le plan financier et de voir une telle dégringolade, de comprendre les enjeux et tout ce que ça entraîne derrière. Mais il y a aussi des milliers de personnes, j'ose l'imaginer, en tout cas, moi j'en suis témoin dans celui sur lequel on va depuis maintenant 6 ans, avec des équipes dévouées qui font un boulot fantastique, bien de le dire, sans doute avec des contraintes financières, c'est vrai. J'ai discuté avec la directrice de cette Orpea qui m'a confirmé qu'elle doit remonter 100 000 euros de cash flow chaque mois au groupe. C'est vrai. Oui, mais sur quel chiffre d'affaires? Tu me dis 100 000 euros, mais si je ne sais pas sur quoi ça... Parce qu'elle a des dizaines... Non, mais elle a des dizaines de patients. Elle a une pression financière et une gestion au niveau. Mais moi, je dois reconnaître que les équipes que je vois, même si c'est un mouroir, eh bien, je constate qu'ils font un boulot assez exceptionnel. Et on a l'arrière-grand-mère des enfants qui est là-bas depuis 6 ans. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la vérité partout. Je pense qu'en fait, ça se passe très bien dans une très très grande majorité d'EHPAD et que c'est une minorité. Et ce qui est incroyable, c'est la déflagration que ça engendre et l'impact humain. Parce que le choc, il est quand même très violent pour les équipes qui font leur boulot, qui travaillent comme des fous depuis 2 ans dans les circonstances que l'on connaît. En plus, c'est un enfer pour eux quand même. Je crois qu'il n'y a personne qui imagine que ce soit une culture d'entreprise de maltraiter. Non, mais c'est vrai que l'impact médiatique... À chaque fois, c'est une minorité. Aziz, l'impact médiatique laisse penser... Tu vois, ce matin, on en parlait encore. Quand il y a des collectifs, il y a sans doute, je dis pas, l'enquête révélera, il y a sans doute eu des accidents, des tragédies, peut-être, mais comme on a malheureusement dans toutes nos entreprises, même les entrepreneurs qui sont à la tête, qui ont des milliers de salariés, tu n'es pas derrière chaque salarié. Je veux dire, un salarié qui fait une erreur à un moment donné... Surtout sur des centres de profit comme ça. Est-ce que je peux être provocateur? Vas-y, mais on est au bout là. Sur cette phrase, tu la couperas si c'est trop provocateur. Non. Prenez le Covid et les 2 ans qu'on a vécu. Imaginez-vous qu'un hôpital privé ou une clinique privée aurait dû trier ces patients parce qu'en fait, il n'y a pas assez de respirateurs, etc., etc. On sait que c'est arrivé dans l'hôpital public, on sait que c'est une pandémie, on sait que c'est pas la faute de l'État. On parle de la 6e puissance mondiale qui a été, à un moment donné, tellement dans les cordes, comme beaucoup d'autres, qu'ils ont été contraints. Imaginez-vous pour une infirmière ou un médecin de devoir prioriser tel patient. Imaginez-vous si une clinique privée, pendant cette période-là, avait dû le faire ou que ça avait été, en tout cas, dénoncé. Ça aurait été une catastrophe. On est en plein dedans, donc je le redis, attention. La pression qui existe sur les patrons des EHPAD publics, c'est d'être à l'équilibre. Donc la même pression, s'il faut à un moment donné gratter sur la sauce béarnaise du pain, machin, enfin, ils ont la même pression, figurez-vous. On avance sur vos goûts culinaires, la sauce béarnaise. On prendra la baguette chez Leclerc. Voilà, ils auront... il y a de grandes chances que ce soit une baguette de chez Leclerc, d'ailleurs, demain. Bon, les amis, merci infiniment. Merci et on se retrouve demain pour poursuivre ce débat, d'ailleurs, parce que demain, Aymeric Préaubert, qui vient nous voir régulièrement, Aymeric, donc c'est Sycomore Asset Management, il était actionnaire d'Orpea, il l'a décidé, ils s'en sont expliqués d'ailleurs, parce que c'est très intéressant ça aussi comme sujet. Est-ce qu'il vaut mieux, quand vous êtes ESG, rester pour essayer d'améliorer les choses, ou partir parce que vous trouvez ça indigne? Bon débat, donc on aura ce débat-là avec Aymeric, qui est directement concerné. À demain, les amis.